La procédure pour le cercle de Moore. L'étape 1. On construit nos axes, contrainte normale et contrainte de cisaillement, où on a l'axe horizontal qui correspond aux contraintes normales et l'axe vertical qui correspond aux contraintes de cisaillement. On note qu'ici on a la contrainte normale positive et de ce côté on a la contrainte normale négative, et pour la contrainte de cisaillement, on a contrainte de cisaillement clockwise en haut et contrainte de cisaillement counterclockwise en bas. Étape 2, on trace l'état des contraintes sur les faces X et Y, comme on vient de voir dans les deux exemples. Étape 3, on calcule la valeur de C et R en utilisant les formules suivantes et les valeurs de contraintes X, Y et contraintes de cisaillement X, Y. Étape 4, on trace une ligne entre les points X et Y et on construit le cercle et on comprend que le centre du cercle est à C0. Alors je vais prendre mon point X et Y et je vais mettre mon point C0 qui correspond au centre du cercle. Ensuite, je vais tracer une ligne entre ces deux. Je vais indiquer ça c'est mon centre, je vais indiquer ça c'est le rayon du cercle et ensuite je vais utiliser mon compas pour tracer un cercle. On note que le rayon est égal à R. On peut vérifier la valeur calculée ici en utilisant la géométrie. Alors si ça c'est la distance A et ça c'est la distance B que je peux trouver avec les coordonnées du centre et de Y ou du centre et de X, je peux calculer le R en utilisant cette formule et vérifier si j'ai utilisé la bonne méthodologie. On note que chaque point sur le cercle représente une combinaison de contraintes à une certaine orientation, où l'orientation est donnée par 2θ. Alors je peux aller counterclockwise ou clockwise et quand j'arrête sur le cercle, ça me donne des nouveaux coordonnées pour les contraintes normales et de cisaillement. On peut utiliser le cercle de Moore pour trouver les contraintes principales et leur orientation. La contrainte principale P1 va simplement être égale à C plus R et la contrainte principale P2 va être égale à C moins R. On note que ces points qui correspondent aux contraintes principales sur le cercle vont être indiqués sur les extrémités du cercle sur l'axe des contraintes. C'est-à-dire, voici l'axe des contraintes, ce point ici va correspondre à la contrainte P1 avec une contrainte de cisaillement égale 0. Et ce point ici va correspondre à la contrainte P2 avec une contrainte de cisaillement 0. Alors cette valeur de contrainte P1 c'est juste C plus R. Et cette valeur ici c'est C moins R. De plus, le cercle nous donne l'orientation des contraintes principales. Mais on note que ce système de repères est en termes de 2θ, alors ça va nous donner 2θp. Note, le 2θp correspond à l'angle entre le point X et le point contrainte P1 ou contrainte P2. Alors on voit ici ce qu'on va faire, c'est on va prendre le point X et on va faire une orientation vers l'axe des contraintes normales et les contraintes principales. Et si je vais vers la contrainte principale P1, ça va correspondre à l'orientation de cette contrainte. Et si je vais vers la contrainte principale P2, ça va correspondre à l'orientation vers la contrainte P2. Voici un exemple pour illustrer ces points. Alors, on nous donne l'état des contraintes dans cette figure. On avait vu dans l'exemple précédent, on peut tracer le point X et Y. Si on fait le calcul avec les contraintes X, Y et contraintes de cisaillement X, Y, on va trouver C est égal à 2 et le R est égal à 9.22. Ça veut dire que la contrainte principale P1, qu'on va mettre ici, va être égale à C plus R, alors 11.22, avec une contrainte de cisaillement égale 0. Je peux mettre ce point. Ensuite, si je prends
C moins R, alors 2 moins 9.22, je peux trouver ce point P2, et ça c'est la contrainte principale P2, moins 7.22, avec une contrainte de cisaillement égale 0. J'ai un autre point. Je peux aussi mettre le centre du cercle à 2, 0, avec le centre ici. Je peux aussi indiquer le rayon du cercle comme ça. Ensuite, je peux tracer mon cercle. Et finalement, je peux déterminer l'orientation des contraintes principales. Alors, si je vais du point X vers l'axe des contraintes principales, je peux trouver cette orientation. On examine ici. On a deux options. On peut soit aller comme ça, ou je peux aller comme ça. On voit, on a un 180 degrés d'angle. Alors, je peux soit aller comme ça, du point X vers le point P1, ou aller de cette direction vers le point P2. Ce que je vais faire, je vais choisir l'angle qui est le plus petit des deux, dans le 180 degrés. Alors, je vais dire, ça c'est l'orientation. Et j'ai trouvé une valeur de 40.6. Ceci correspond à 2 θp. Alors, le θp est égal à 20.3 degrés. Et je suis allé dans la direction clockwise. Alors, je peux tracer un angle de 20.3 degrés clockwise. Ensuite, je suis allé vers P1. Alors, ce que je vais faire, sur cette face, je vais mettre la contrainte principale P1. Et on a trouvé 11.22 en traction, je vais l'indiquer comme ça. Et sur l'autre face, on a trouvé moins 7.22, alors je vais mettre ça comme ça. Je peux aussi utiliser cette méthodologie pour trouver les contraintes de cisaillement maximal. On se souvient que la contrainte de cisaillement maximal est égale à R. Et la contrainte moyenne qui est associée avec cette contrainte de cisaillement maximal est égale à C. Je peux placer ces points sur le cercle qui vont être sur des points parallèles à l'axe des contraintes de cisaillement. Alors, parallèle à cet axe. Je peux mettre ce point et je peux mettre ce point. De plus, je peux trouver l'angle 2S qui représente l'angle entre le point X et le point de contrainte de cisaillement maximal. Ainsi, je peux trouver l'orientation θS des contraintes de cisaillement maximal. On note qu'il y a une différence de 90 degrés entre 2 θp et 2 θS, comme il est montré dans cette figure. Et comme on avait vu dans la leçon précédente, il y a 45 degrés entre θp et θS. Voici le même exemple après qu'on trace nos points X, Y, notre centre et nos contraintes principales. On peut aussi tracer les points qui correspondent à la contrainte de cisaillement maximale qui est égale à R et la contrainte moyenne qui est donnée par C. Même chose ici. Et ensuite, je peux aller du point X et encore une fois, je vais prendre l'angle qui est le plus petit comme ça et je vais aller vers cette contrainte de cisaillement max. Je trouve que cet angle est égal à 49.4. Alors si je divise par ça, ça va me donner la contrainte, l'orientation qui correspond à la contrainte de cisaillement maximal, 24.7 degrés. Je suis allé dans la direction counterclockwise. Alors je vais faire une rotation counterclockwise et je vais mettre ici la contrainte moyenne et ici la contrainte de cisaillement max. Dans la leçon 10.1, on avait aussi vu qu'on peut utiliser certaines équations pour trouver les contraintes cartésiennes avec une orientation spécifiée. Si on revient à la leçon 10.1, on avait vu des équations pour prendre notre état des contraintes avec une orientation spécifiée pour trouver les nouvelles contraintes, contrainte N, contrainte T et contrainte de cisaillement NT. Et on avait vu, on peut utiliser les équations suivantes. On peut aussi utiliser le cercle de Moore pour trouver le même résultat. Pour trouver les contraintes cartésiennes avec une orientation spécifiée,
on commence avec le point X sur le cercle de Moore. Et on fait une rotation qui est équivalente à 2 θ pour ce point. Si θ est counterclockwise, on va faire une rotation 2 θ qui est counterclockwise. Et si c'est clockwise, on va faire une rotation clockwise. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est notre point X et notre point Y sur le cercle vont devenir les points N et les points T. Et le point N va nous donner les contraintes normales et de cisaillement sur la face N plus sur l'élément orienté. Et le point T va nous donner les contraintes normales et de cisaillement sur la face T plus de l'élément orienté. C'est-à-dire, si on a cet exemple, on a l'état des contraintes et on nous donne une rotation de 35 degrés counterclockwise. Ce que je vais faire, après que je trace le cercle et je mets mon point X, je vais faire une rotation de 2 fois le 35 degrés, alors 70 degrés comme ça. Et comme on indique une orientation de 35 degrés counterclockwise, je vais faire une orientation de 70 degrés counterclockwise. Je vais trouver deux nouveaux points, un point N et un point T. Si je lis la valeur des contraintes normales et de cisaillement, je vais être capable de trouver les valeurs sur la face N+. Alors, le point N va me donner ces contraintes et le point T va me donner ces contraintes. Alors, si je suis capable de lire ces valeurs au point N et au point T, je peux trouver les contraintes cartésiennes. Alors, si j'ai tracé le cercle et tous les points à l'échelle, alors j'étais très prudent et j'ai tracé ça à l'échelle, je peux lire ces valeurs très facilement. Cependant, si je n'ai pas tracé le cercle à l'échelle, je dois utiliser la géométrie pour trouver les résultats. Alors dans ce cas, si on n'a pas tracé ça à l'échelle, c'est normalement plus facile d'utiliser les équations de la leçon 10.1. Si on a tracé le tout à l'échelle, le cercle et tous les points à l'échelle, et j'ai utilisé un papier quadrillé, ce n'est pas si difficile de trouver ces contraintes cartésiennes. Il existe certains outils d'apprentissage MacMovies qui sont disponibles sur le site MacMovies. Il y a un lien pour ce site sur le site web du cours. Alors, vous avez plusieurs outils d'apprentissage. Si vous faites les exemples dans les leçons et en plus vous faites les exemples dans ces outils d'apprentissage, le cercle de Moore ne va pas être difficile à comprendre. Et ça, c'est la fin de la leçon 10.2.